trouve que depuis plus de 10 ans, je n'ose même plus penser au moment où j'ai commencé ce travail. Je me suis consacrée, enfin, pas uniquement à ça, mais ça m'a pris beaucoup de temps, à une édition des lettres de jeunesse de Le Corbusier qui permettait de faire émerger une image différente de sa formation architecturale, artistique, intellectuelle. Et là, je suis venue, j'en arrive au bout, car le dernier volume va paraître dans 3-4 mois, et qui est sur sa formation intellectuelle proprement dite. Mais auparavant, je me suis donc occupée pendant des années de sa formation artistique et architecturale par le biais des lettres qu'il a écrites à ses maîtres. Comme je travaille depuis longtemps sur ce sujet, j'ai écumé toutes les sources d'archives possibles. Et un des intérêts d'ailleurs de Le Corbusier est qu'on a tout de sa vie. Alors certes, il manque toujours quelques petites pièces, mais ce sont des pièces minuscules d'un puzzle immense dont nous avons 99%. Et le fait d'avoir autant d'archives, autant de dessins, autant de témoignages, autant d'écrits, fait qu'on finit éventuellement par être, non pas submergé, mais très attaché, éventuellement un peu fétichiste, disons-le, de tous ces dessins et de toutes ces sources. J'ai mis ici beaucoup de dessins. Je pensais que c'était intéressant d'en avoir beaucoup parce que vous allez comprendre, je vais parler d'un moment très très précis de sa vie et pour lequel il existe beaucoup de sources, mais elles ne sont presque jamais montrées, notamment du fait que de Le Corbusier, on montre surtout la carrière à partir du moment où il s'appelle Le Corbusier, alors que je vais parler d'une époque antérieure. Alors voilà, je vais essayer d'aller vite quand même, mais j'ai apporté beaucoup de dessins parce qu'ils ne sont jamais montrés et que c'est à travers cet ensemble de sources qu'on peut mettre en perspective un peu différemment sa formation. Alors, il est évident que de lui, on connaît le réformateur de l'architecture, ou le révolutionnaire de l'architecture qui a inventé, enfin qui a participé du mouvement des avant-gardes de l'après-guerre, de l'après-première guerre mondiale. Et c'est souvent d'ailleurs aux effets de la guerre qu'on attribue l'apparition de ces avant-gardes et de tous ces mouvements de dépouillement architectural. Alors voilà l'avis d'un architecte belge sur cette question, qui relie effectivement le nudisme architectural des années 20 aux effets de la guerre, si on l'en croit, et en tout cas dans un effet assez saisissant de contraste avec l'ornement de l'avant-guerre. Cet effet de contraste, il joue à plein pour Le Corbusier, puisque précisément il change de nom, il change de pays, il change d'activité et il change de nom au moment où il commence à s'engager dans cette bataille de l'architecture dépouillée de ses ornements. En réalité, le grand précurseur de la mort de l'ornement, celui qui a prononcé l'oraison funèbre définitive de l'ornement architectural, c'est Adolphe Loos, qui écrivait un peu avant. J'en parlerai à la fin. Mais donc, Le Corbusier est un successeur, un disciple d'Adolphe Loos, très clairement, et lui a cette particularité d'avoir changé de nom. Et si son cas est si intéressant, c'est qu'avant d'être Le Corbusier et d'arriver comme ça, de naître tout armé de la cuisse des avant-gardes, il est Charles-Édouard Jeanneret. Et Charles-Édouard Jeanneret n'a pas une formation habituelle. À l'âge où normalement il aurait dû faire des études d'architecture, où on fait des études d'architecture, mettons entre 18 et 24 ans ou quelque chose comme ça, lui avait déjà terminé ses études et rentrait dans la vie active. Et il rentrait dans la vie active artistique, dans un endroit et dans des circonstances si particulières que tout se passe comme s'il avait été un protagoniste de l'Art Nouveau. Il n'avait pas l'âge d'être un protagoniste de l'Art Nouveau, mais de fait, il en a été un
parce qu'on a exigé de lui qu'il le soit à un âge très précoce. Donc il a une vie supplémentaire, si vous voulez. Il a eu une vie avant les avant-gardes et il a été de la dernière génération concernée par l'Art nouveau et par le rêve de l'ornement, du salut de l'architecture par l'ornement. Et il a beaucoup travaillé là-dessus, ça a occupé une petite quinzaine d'années de sa vie. Et ces 15 ans sont ces 15 ans de formation, donc des années vraiment très riches, très chargées, très déterminantes. Voilà pourquoi, dans l'étude de la mort de l'ornement, je pense qu'il occupe une place tout à fait cruciale dans ce tournant, parce que lui, il a vécu avant, il a vécu après, contrairement à d'autres protagonistes des avant-gardes. Ça se fait tout seul. Alors, on ne peut pas parler de cette aventure sans en parler de façon un peu biographique, avec des repères et aussi des repères géographiques ou économiques. Sa naissance et sa formation se déroulent dans une ville suisse, du Jura suisse, mais une ville tout à fait particulière parce qu'elle est à 1000 mètres d'altitude. Elle est sur le plus haut pli du Jura et à une altitude où on est bloqué par la neige pendant 6 mois de l'année, où il n'y a pratiquement pas de train et pas de route pendant 6 mois. S'est développée néanmoins une activité industrielle tout à fait importante à la fin du 19e. Elle commence au 18e, mais l'âge d'or, disons, de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, c'est le début du XXe siècle, fin 19e, début 20e. C'est le moment où apparaissent les marques d'horlogerie, alors qu'auparavant, il y a des horloges, mais il n'y a pas de marque, il y a des entreprises. Et dans les années 1900-1910, la Chaux-de-Fonds se considère comme la capitale mondiale de l'horlogerie. Donc d'un côté, on a une ville isolée dans la montagne, sans moyens de communication, mais d'un autre côté, il s'y publie des cartes où la Chaux-de-Fonds occupe le centre du monde. Et les gens de la Chaux-de-Fonds vivent dans cette dichotomie et pensent être vraiment à l'aube d'un âge d'or. Disons que quand Le Corbusier commence ses études artistiques, il y a un dynamisme économique et démographique à la Chaux-de-Fonds absolument remarquable. C'est l'âge d'or de la Chaux-de-Fonds. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si peut naître à cet endroit-là un mouvement. Alors l'horlogerie jusqu'au XIXe siècle, c'est un métier parfaitement ingrat. Le décor d'horlogerie, c'est la section dans laquelle lui rentre. La Chaux-de-Fonds crée 3 écoles d'horlogerie, l'une dédiée à la mécanique, la deuxième dédiée au commerce, la troisième dédiée à l'ornement pour l'horlogerie. Lui est dans la catégorie ornement pour l'horlogerie et plus précisément la classe de gravure, donc gravure sur métal, orfèvrerie, guillocherie, etc., sertissage, donc un travail d'orfèvre. Et un travail particulièrement difficile physiquement. C'est une des raisons pour laquelle il l'a abandonné, mais il y a excellé pendant 3 ans. Et voilà ce qu'est le monde d'un graveur en horlogerie. C'est un petit établi avec des outils extrêmement précis et demandant une sûreté du bras absolument remarquable, et puis l'usage de loupes et d'un éclairage électrique particulier. Au moment où il quitte ce monde de l'artisanat d'art de l'horlogerie est en train de s'industrialiser très brusquement. Et par regroupement de petites unités, il y avait jusqu'en 1900, l'horlogerie, c'est un travail à domicile, à façon. Donc c'est comme Marx a dit que la Chaux-de-Fonds était une manufacture dispersée. Donc on travaille à domicile et puis il y a des gens qui ramassent tout et on assemble. Et à partir de 1900, l'assemblage devient prédominant et le travail à domicile va disparaître au profit d'une activité industrielle à proprement parler, se déroulant dans des usines. Donc voilà le travail du graveur sur montre
dans les années 1910, si on veut, 1900-1910. Ça n'en reste pas moins un métier assez dur. Lui commence son apprentissage à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds. Alors le mot école d'art ne doit pas faire illusion. L'école d'art de la Chaux-de-Fonds est ce qu'on appellerait partout ailleurs une école d'art décoratif ou d'art appliqué, entièrement dédiée à l'horlogerie, à la gravure sur horloge. La gravure liée à l'horlogerie étant, dans la plupart des cas, le dos des montres Gousset. Donc à l'intérieur, il y a le cadran, et à l'extérieur, au dos de la montre, ou sur le dessus et le dos de la montre, il y a ces gravures ornementales qui, la plupart du temps, sont des gravures qui s'inspirent de motifs de tableaux. On adapte des tableaux, on adapte des sculptures. Voilà, ici on voit un coq, on voit les 4 saisons sur quelques montres, un coq, enfin voilà. Mais vers 1900, l'école d'art de la Chaux-de-Fonds décide, grâce notamment au rôle d'un de ses enseignants de dessin, de renouveler un peu son répertoire décoratif pour faire de la montre un artisanat d'art dans la tendance du moment qui est l'Art nouveau. Donc on va faire des montres inspirées par l'Art nouveau. Alors on peut évidemment se contenter de recopier une affiche de Grasset ou de Mouchat, mais il va y avoir un enseignant un peu plus ambitieux qui va demander à ses élèves de s'inspirer non pas d'œuvres existantes, mais de la nature environnante. Alors, il y a un aspect un peu paradoxal dans ce rêve et dans cette ambition, c'est que la montre est un article d'exportation, a priori, c'est bien ce que montrent toutes les cartes et les statistiques économiques de la Chaux-de-Fonds à l'époque, mais que le mouvement Art Nouveau, si on veut être dans la tendance du mouvement Art Nouveau, qui est quand même le mouvement dominant en Europe dans les années 1890, eh bien, les enseignants, et notamment cet enseignant qu'on va voir, pensent qu'il faut s'inspirer de la nature du Jura. Donc, on fait des montres jurassiennes ou jurassiques pour un acheteur qui peut-être est en Asie ou en Russie. Alors, on ne sait pas ce qu'on espère comme type de nostalgie ou d'intérêt, mais vous voyez bien là déjà une inspiration Art Nouveau. Et vous voyez des petites épines de sapin à droite à gauche, et on va voir plus précisément cela. Donc, le métier auquel se dédie Charles-Édouard Jeanneret est vraiment celui-là, c'est la gravure sur montre, le sertissage et l'orfèvrerie des boîtiers de montres. Voilà la seule œuvre de lui qui a été conservée. C'est une montre qu'il a faite en 3e ou 4e année, en 3e année je crois, et qui est conservée, qu'il a offerte à son père et qui est conservée à la Fondation Le Corbusier. Mais il faut imaginer une activité tout entière où tous les dessins que vous produisez doivent s'inscrire dans un cercle. Tout, on est enfermé dans un rond. Tout doit tenir dans un rond, et si ce n'est pas rond, ça n'a aucun intérêt. Exceptionnellement, ils font parfois des petites plaques rectangulaires. Et à gauche, vous avez une petite plaque rectangulaire qu'il a faite en 2e ou 3e année de son école. Et vous voyez, on recopie un bas-relief italien de la Renaissance, et puis on adapte des lettrines peut-être néo-médiévales, enfin, des choses comme ça. Voilà le type de travaux qu'il produit à ce moment-là. Et Charles-Édouard Jeanneret va être très vite repéré comme étant un des meilleurs élèves de l'école. Non, c'est pas le bon. Et voilà la personne grâce à qui tout cela va changer, et la personne à cause de laquelle Charles-Édouard Jeanneret va devenir architecte. Alors, à l'origine, c'est un artiste. Il a fait ses études à Budapest et à Paris. C'est un artiste tout à fait traditionnel, un frais émolu de l'École des Beaux-Arts de Paris, capable de faire de la peinture de paysage, de la peinture historique, un bas-relief, un monument commémoratif, toute la panoplie de ce que fait un artiste à la fin du XIXe siècle. Mais c'est quelqu'un qui s'est passionné pour le dessin
qui va mettre l'accent sur la formation par le dessin, avec tout un idéal du dessin comme étant le possible départ d'une réforme des arts décoratifs, d'une réforme naturellement du dessin de la montre, mais accessoirement, d'une réforme de l'art et des arts décoratifs. Et surtout, c'est quelqu'un qui va se prendre de passion pour la pédagogie du dessin et pour le destin de ses élèves. Il faut avoir en tête que ses élèves sont très jeunes. On quitte l'école en Suisse généralement à 13 ans et demi. C'est la fin de l'école obligatoire. Charles-Édouard Jeanneret ne fait pas d'études secondaires, donc il quitte l'école à 13 ans et demi et il rentre à l'école d'art. Donc, mettons, grosso modo, à 14 ans, il est à l'école d'art et il quitte normalement l'école d'art 3 ans plus tard. Donc, à 17 ans, il aurait dû avoir quitté l'école d'art avec son métier de graveur. C'est d'ailleurs une école par apprentissage. On signe un contrat d'apprentissage. Hein, donc, c'est des conditions où on est déjà dans le métier dès l'école. Et un métier dont j'ai dit qu'il était quand même assez rude et très enfermé. Charles Léplatonnier va rêver pour ses élèves d'un autre destin. Alors, il a plusieurs raisons à ça. Si on veut être très pragmatique, on va dire qu'il a de la chance d'avoir rêvé autre chose pour ses élèves, car en 1910, et très brusquement, tout l'artisanat de l'horlogerie va disparaître. En un an, on invente la montre bracelet. Et la montre bracelet est un succès immédiat et mondial, et donc on n'a absolument plus besoin de graveurs sur montre Gousset. La montre Gousset est supplantée, elle disparaît. Alors certes, il reste les pendules, les horloges, les coucous suisses, ces choses-là, mais ce n'était pas le principal. La Chaux-de-Fonds faisait des montres, surtout, et donc à partir de 1910, il n'y a plus de montres. Donc c'était une voie de garage sur laquelle on l'avait mis. Donc à 17 ans, de toute façon, il aurait été au chômage. Mais on ne peut pas s'en tenir à cette explication matérialiste, car c'est avant l'invention de la montre bracelet que Léplatonnier a rêvé un autre destin pour ses élèves, et on a tout lieu de penser que ça a été un grand pédagogue, et que une fois que vous avez élevé vos élèves au-dessus de leurs conditions professionnelles futures, pourquoi voudriez-vous les rendre à leurs conditions d'origine? Donc lui, il a pensé qu'au fond, un professeur comme lui, il n'avait pas de raison d'aller offrir ses élèves à l'horlogerie. Il a voulu donc les offrir un autre métier, un autre destin. Et cet autre destin, c'était les arts décoratifs, dans cette effervescence du renouvellement de l'architecture et des arts décoratifs des années 1890, qu'on appelle Art Nouveau, mais qu'on peut aussi bien appeler Jugendstil ou toutes les autres déclinaisons européennes du mouvement. Et Léplatonnier est allé à Budapest, à Vienne, à Paris, à Londres. Il connaît très bien toutes les déclinaisons du mouvement. Et c'est donc, il veut créer pour ses élèves, et l'avenir de ses élèves est en quelque sorte, par patriotisme jurassien, une école d'Art Nouveau jurassienne. Alors, il a des élèves extrêmement jeunes, ils ont entre 14 et 17 ans, quand même donner à des adolescents la responsabilité d'un mouvement Art Nouveau, ce n'est pas une mince affaire. Il va donc, et puis il y a très peu d'élèves. Il y a des promotions contingentées, enfin bon. Il va prendre ses meilleurs élèves, faire la tournée des parents et dire aux parents, moi j'ai autre chose, si vous me confiez votre fils 2 ans de plus, moi je vais lui donner un autre métier bien plus ouvert sur l'avenir. Et cette opération va réussir, et on sait par les sources familiales parce que c'est écrit, ce n'est pas une légende familiale, c'est écrit, qu'il est allé voir les parents de Charles-Édouard Jeanneret quand Charles-Édouard avait 16 ans, et leur a dit, écoutez, votre fils est extrêmement doué, je lui prédis un grand avenir d'architecte. Bon.
Alors, aujourd'hui, on dirait que c'est une prémonition incroyable. En fait, bon, la chose s'explique parce qu'il est vraisemblable qu'il a dit ça à beaucoup de parents, mais pas architecte à chacun. Il avait désigné les aptitudes de chacun et il fallait un architecte dans le groupe, ce sera Charles-Édouard Jeanneret. Alors on reviendra là-dessus, mais c'est pour donner une idée de la direction qu'il donne aux études. C'est quelqu'un qui a une immense ambition pour ses élèves et qui n'a pas l'intention de les abandonner. Alors il veut qu'ils dessinent et que le dessin soit leur nouveau langage, leur deuxième langue maternelle, ou la première d'ailleurs, plutôt la première langue maternelle, le dessin. Et par le dessin, on va créer un nouvel art local. Il faut les cultiver dans l'art du dessin et dans l'histoire du dessin et la culture du dessin et de l'ornement. Il dessine une bibliothèque où sont enfermés les livres que les élèves doivent lire. Voilà la bibliothèque très inspirée d'Eugène Grasset, dans laquelle était réuni le savoir du dessin que les élèves devaient acquérir. Cet apprentissage du dessin se fait sous l'égide de quatre grandes figures tutélaires du dessin et de l'ornement à la fin du XIXe siècle, disons, en tout cas à ses yeux. Owen Jones à gauche, Viollet-le-Duc, Ruskin et Eugène Grasset. Ce sont les 4 auteurs que les élèves vont, en tout cas, sinon potasser à proprement parler, parce qu'ils sont extrêmement jeunes, mais dont ils vont s'inspirer. Alors Viollet-le-Duc, parce que non seulement c'est un immense dessinateur, mais c'est un théoricien de la pédagogie du dessin, histoire d'un dessinateur, et du renouvellement de l'ornement par le dessin. Et il faut avoir en tête que quand Viollet-le-Duc écrit, l'apprentissage du dessin auparavant, ça pouvait être cela, pour les enfants, même âge que les élèves de la Chaux-de-Fonds, un apprentissage démocratique du dessin, l'école gratuite de dessin, ça consistait à être devant un modèle de gravure ou de bas-relief, de gravure d'abord, et à le recopier. Quand on va vouloir renouveler les méthodes d'apprentissage du dessin, eh bien on fait un atelier de plantes vivantes, entre guillemets, et la plante vivante, elle est moyennement vivante parce qu'elle est en pot. En tout cas, c'est de la plante vivante, mais en pot. Donc, parce qu'on est rue de l'école de médecine et on ne peut quand même pas aller très loin. Alors cette flore ornementale, cet idéal de la flore ornementale, le Viollet-le-Duc n'est pas du tout le seul. Dans sa mouvance, beaucoup de gens travaillent sur ces questions-là. Alors il y a ceux qui font des moulages de petites feuilles pour s'en inspirer mieux. Il y a ceux qui font des dessins, des photos de flore pour le renouvellement des arts décoratifs. Aujourd'hui, nous connaissons surtout l'œuvre de Karl Blossfeld, mais il y a eu des équivalents français de Blossfeld. Évidemment, Blossfeld les surpasse tous, et toutes ces photos étaient faites donc pour l'inspiration des élèves d'art décoratif. Alors Viollet-le-Duc, lui, il dessine réellement dans la nature, et il préconise le dessin dans la nature. Donc sortez de l'école, allez voir les petites plantes, les fougères, le plantain, les bourgeons de marronnier, étudiez la croissance des plantes, l'évolution des plantes et faites-en des ornements comme les moines de l'époque romane ont fait en examinant les plantes des forêts avoisinantes. Donc il faut dessiner la fougère, les crosses de fougère, ce développement pour en faire des ornements à la manière des moines romans. Et non seulement il écrit Histoire d'un dessinateur, mais dans le dictionnaire, il y a un article énorme sur le problème de la flore ornementale. Voilà, ça peut être le plantain, ça peut être les iris, enfin, ou les lys, enfin, toutes les plantes et les fleurs doivent être dessinées pour être ensuite transmuées en ornements architecturaux. Aussi bien la feuille de persil ou la feuille de tel arbre. C'est pourtant pas un chêne, mais enfin bon, peu importe, à droite. Et la faune aussi, la faune de chez nous, qui doit remplacer avantageusement les lions et les sphinx. Nous devons dessiner, alors là c'est la leçon d'anatomie à partir des ptérodactyles pour étudier la continuité du vivant et l'évolution du vivant, mais il dit qu'il faut aller dessiner les petits crapauds, les petits lézards, les chats et tous les animaux domestiques.
Alors, donc les élèves de Les Platonniers dessinent comme Viollet-le-Duc tout le programme. Quand ils doivent ensuite se donner une petite culture historique, c'est à travers d'Owen Jones, les planches de la grammaire de l'ornement, qui est plutôt une histoire de l'ornement en réalité. Et ils regardent toutes les planches et même ils doivent les recopier. Et donc, voilà à gauche une planche d'Owen Jones et à droite la manière dont Charles-Édouard a recopié la planche obligatoire d'Owen Jones. Ces planches donnaient un aperçu très global de l'ornement à travers tous les temps et tous les pays. Donc les élèves avaient vu tout cela. Par exemple, ornement égyptien et à droite le recopiage de Charles-Édouard Jeanneret. Encore une planche de Charles-Édouard Jeanneret recopiée d'une autre d'Owen Jones que je n'ai pas eu le temps de rechercher. Et puis, quand on a déjà bien acquis ces bases-là, on va passer à la composition ornementale. Et la composition ornementale, on l'étudie à travers Eugène Grasset, dont le livre « Méthode de composition ornementale » venait de paraître. Et en outre, Eugène Grasset était installé à Paris, mais il était d'origine suisse romande. Donc c'était un compatriote dont on devait doublement donc étudier l'œuvre. Et j'ai peu de planches, mais la méthode de composition ornementale est un livre que Le Corbusier connaissait absolument par cœur. Pour l'avoir regardé à l'endroit, à l'envers et dans tous les sens, la manière de composer. Eugène Grasset explique comment, à partir d'un petit motif, par des opérations de rotation, d'inversion, de rotation, de déplacement, de translation, etc., dans plusieurs directions, on arrive à faire un papier peint, un motif de papier peint, et ceci en 2 dimensions, mais aussi bien en 3 dimensions. Comment composer en 3 dimensions à partir d'un motif, juxtaposition, agrandissement, rotation, etc. Et donc les élèves de Les Platonniers connaissent tout cela absolument par cœur. Alors Ruskin, c'est plutôt pour le supplément d'âme, la religion de la beauté, comme a dit de la Ciserane. Il a l'idée qu'on va en outre regarder les monuments, s'inspirer des monuments et acquérir une sorte de respect des monuments. Et quand ils partent en voyage, les élèves de Les Platonniers ont tous une photo de Ruskin et les livres de Ruskin. Quand Le Corbusier part à Florence, il a la photo de Ruskin dans ses affaires et Les Matins à Florence. Et puis les pierres de Venise, quand il arrive à Venise. On ne part pas sans son petit viatique ruskinien. Alors la manière dont les platonniers appliquent cela, nous la connaissons très bien, car c'est quelqu'un qui a écrit tout un traité de pédagogie du dessin qui est resté inédit à l'état de manuscrit dans son fonds d'archives à la Chaux-de-Fonds, et on a aussi toutes les planches qu'il montrait à ses étudiants. Donc on a un matériel absolument extraordinaire pour l'étude de la pédagogie du dessin par un artiste de la fin du 19e, de l'époque Art Nouveau. Et voilà, ce sont des documents d'archives qu'on ne voit jamais, évidemment, par définition, et ce sont les documents que les élèves de Les Platonniers avaient sous les yeux, qu'ils leur expliquaient. Donc, comment faire des ornements linéaires avec des éléments linéaires, des éléments courbes, tel type d'angle, l'angle droit, l'angle aigu, l'angle obtus, etc. Travailler sur le rond, puisqu'on a toujours la préoccupation du boîtier de montre, donc les cercles occupent une grande place, mais aussi bien petit à petit, il leur ouvre les yeux à l'art décoratif de tous les temps et tous les pays par des petits schémas qu'il expliquait pendant ses cours. Voilà. Et ensuite, il y avait toutes sortes d'exercices pratiques. Il fallait refaire des ornements à partir de la nature environnante, et dans laquelle on va voir que le sapin occupe une place prépondérante. Voilà des schémas toujours de Les Platonniers pour apprendre la composition ornementale à ses élèves,
Puis il y a même les exercices, hein, voilà, il faut composer avec ces éléments, tac, 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 la pomme de pin, la branche qui s'incline sous le poids, enfin voilà, etc. D'autres éléments, voilà. C'est par ailleurs un peintre paysagiste de très très grande qualité. Ça, c'est à mon avis un de ses chefs-d'œuvre. C'est un tableau absolument immense qui s'appelle Au sommet. Et c'est au sommet de la montagne que les platonniers emmenaient ses élèves pour souder le groupe et leur dire, nous, ensemble, nous allons former une école d'art décoratif authentiquement jurassienne. Et nous allons promettre de rester solidaires dans ce projet. C'est un groupe, donc la solidarité, la fraternité et la communion avec la nature sont au programme. Alors les élèves ne dessinent pas en chambre, hein, ils passent leur temps à l'extérieur pour dessiner. Voilà le groupe un groupe d'élèves de la promotion de Charles-Édouard Jeanneret, et il est lui-même au milieu derrière dans cette photo. Et on comprend bien que l'idée de flore ornementale ne peut pas du tout se développer de la même manière chez les élèves de l'école gratuite de dessin de Paris avec leurs plantes en pot, de gens qui étudient les plantes sur place avec tous les aléas géographiques que cela suppose et qu'on va voir. Voici les premiers dessins de Charles-Édouard Jeanneret, avec des thèmes liés à la flore du Jura. À droite le sapin, à gauche la gentiane, mais c'est le sapin qui est dominant, les sous-bois. Quelquefois d'autres fleurs, mais c'est tout à fait exceptionnel. Encore un peu de gentiane. Enfin, moi j'appelle ça gentiane, je ne sais pas trop. Et puis naturellement la faune de chez nous aussi, c'est-à-dire les salamandres, les tritons, les lézards. Alors ils en remplissent des feuilles entières également. Alors il faut, voilà, petite leçon d'anatomie pour comprendre c'est pas la chauve-souris comme Viollet-le-Duc ou le ptérodactyle, mais enfin c'est presque pareil. Voilà d'autres dessins. Il faut donc dessiner dehors et ensuite apprendre à styliser les éléments de la nature. Il faut observer le sapin dans sa forme générale, dans ses éléments constitutifs, dans sa relation avec le paysage, le sapin, les branches de sapin, le tronc du sapin, l'écorce, la pomme de pin, les aiguilles de pin, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Il faut regarder le sapin par toutes les saisons et le dessiner par toutes les saisons. Voilà, observer les branches tombantes sous le poids de la neige, les lois de croissance du sapin, comment ça se développe d'une année sur l'autre. Et puis, à l'automne, on peut regarder aussi les brindilles de sapin tombées au sol et se dire que ça ferait un fantastique motif ornemental. Là, c'est le but de ce dessin, c'est de montrer que ça pourrait être un motif de tapisserie, une sorte de patchwork comme ça. Il faut aussi comprendre l'interaction du sapin avec le sol environnant, qui est formé de roches jurassiques et d'une couche d'humus très petite, avec en outre le problème de la pente. Il faut donc étudier la force qui s'exerce sur le sapinot pour qu'il grandisse. Et c'est l'objet de ces dessins. Voilà, donc ce sont les racines de sapin et l'effet de la force. Le sapin est là dans une pente. Et à cause de la pente, ces racines vont se développer d'abord horizontalement, puis hop, le tronc se redresse. C'est l'étude, et vous voyez, il a des schémas de force, comme un schéma statique, et c'est le problème de la croissance du sapin dans la pente. Donc pour vous dire hein, que tout peut être étudié par cela, voilà encore des problèmes d'enracinement des sapins. Et quand on se promène dans les forêts autour de la Chaux-de-Fonds, on voit exactement ça. Hein, donc c'est tout à fait, ça part d'exemples naturels vrais. Il faut aussi s'inspirer des lignes du paysage, c'est-à-dire non seulement le sapin, mais les forêts de sapins, et puis les clairières en haut des plis du Jura, et la manière dont le Jura se plisse à l'horizon,
Et tout cela doit être appris par les élèves, la manière dont les roches se délitent en petits cubes, exactement cubiques d'ailleurs, c'est une façon de délitement tout à fait particulier. Et ensuite, on doit styliser chaque élément avant de composer. Donc observation, stylisation, composition. Et voilà les étapes de la stylisation. À partir de chaque élément du sapin. Voilà. Et puis, une fois qu'on a stylisé et choisi un thème, on va en composer par ces systèmes de reproduction décalés, enseignés par Grasset. On en fait des motifs graphiques tels que pour du papier peint, des coussins, des tapisseries, des sgraffites, donc des enduits architecturaux, des bas-reliefs. Ça va être adaptable à toutes sortes de techniques différentes. Voilà le problème de la géologie. En bas du dessin, toutes ces petites consoles cubiques, c'est une représentation de la roche jurassique qui est réellement comme cela, dans les environs, dans le plus haut pli du Jura, combiné avec d'autres éléments un peu héraldiques. Là, il y a les armes de la Chaux-de-Fonds. Voilà d'autres compositions. Tout ça, ce sont des dessins de Charles-Édouard Jeanneret. Il en existe des centaines. Une partie est perdue, mais il en existe encore assez pour qu'on puisse les étudier, pour qu'on comprenne les mécanismes de tout cela. Voilà l'enracinement des arbres dans la roche jurassique avec cette couche d'humus très, très petite. Et donc le problème de l'enracinement, d'ailleurs, Le Corbusier l'a toujours utilisé dans la suite de sa carrière comme une métaphore, non pas seulement de son enracinement suisse, puisqu'ensuite il a quitté sa région natale, mais de la manière dont on doit grandir. Il dit « Si le mouvement de mon maître, les platonniers, n'a pas duré, c'est que l'humus à la Chaux-de-Fonds, on nous a fait grandir trop vite. » Voilà, il dit, on était trop jeunes, on a exigé trop de nous trop vite, et finalement, le mouvement s'est cassé la gueule. Comme le sapinot, quand il n'a pas assez de terre. Et il dit, si on veut être un bon architecte et résoudre vraiment les problèmes de notre société, il faut prendre un problème, l'enraciner et voir ce qui pousse. Et là, on a des chances d'avoir une bonne solution. Donc, le problème de l'enracinement le préoccupe. Alors, une fois qu'on a tout cela, on fait des motifs ornementaux. Et alors là, on a encore une série de planches dans lesquelles on a des planches de Charles-Édouard Jeanneret élève, puis des planches de Charles-Édouard Jeanneret professeur, parce qu'il est devenu professeur ensuite très très vite. Et donc, il faut faire attention que là, on a à quelques années d'écart les travaux d'un bon étudiant et les travaux d'un jeune professeur. Mais en tout cas, ce sont les mêmes principes, voilà. Et tout toujours à base de sapin. Donc, on peut dire que de 1902 à 1914, la fin de son enseignement, il a dessiné des milliers de sapins. Dessiner des sapins a été une grande part de sa vie. Alors, il y a aussi des applications au graphisme. Ah, j'en ai mis un à l'envers, mais ça ne change pas grand-chose. Suite gauche, on aurait dû être tête bêche. Les élèves sont sensibilisés au problème de la typographie et du graphisme, de l'illustration, disons. Il y a une école d'illustrateurs très très riche en Suisse à l'époque, et eux aussi se mêlent d'illustration, et voilà, ils étudient des couvertures pour des brochures de l'école à base de sapin. Et puis, ils exposent leurs travaux, donc on a aussi quelques photos d'exposition des travaux d'élèves. Vous voyez la pomme de pin, et puis des sortes de déclinaisons de pommes de pin ou de silhouettes de sapin. Et naturellement, il n'est pas le seul à faire cet exercice, puisque par définition, c'est un groupe d'élèves qui est choisi. Tous les élèves de l'école devaient faire cela, et surtout les meilleurs élèves que les platonniers avaient sélectionné pour sa future section d'art décoratif. Et voilà des planches faites par d'autres élèves. Il y en a certainement énormément, mais là, il se trouve que le musée de la Chaux-de-Fonds en a recueilli quelques-uns. Et j'en arrive à cette affaire de groupe. Donc, les platonniers vont sélectionner les 15 meilleurs, disons, ou
plus motivés de son groupe, et leur donner, affecter à chacun un métier en fonction des aptitudes qu'il avait décelées. Donc, toi, tu seras menuisier, toi, tu seras tailleur de pierre, toi, tu seras maître verrier, toi, tu seras ferronnier, tu seras dinandier. Comme il n'y a pas beaucoup d'élèves, on va recruter quelques filles qui, normalement, ne pouvaient pas suivre les cours d'horlogerie, mais pouvaient suivre les cours de dessin. Alors, les filles, naturellement, c'est pour faire la tapisserie. Et puis, voilà, donc c'est les platonniers qui, dans une sorte d'amphi-garnison, va affecter les métiers à tous ses élèves. Et puis, il explique qu'il faut un architecte. Et il dit à Charles-Édouard Jeanneret, toi, tu seras l'architecte. Et Charles-Édouard Jeanneret a expliqué qu'il avait été catastrophé par cette annonce, d'abord, il ne savait pas ce que c'était que l'architecture, mais il pressentait que ce n'était pas drôle du tout. Et il a cherché à éviter cette sentence par tous les moyens possibles, mais comme il était vraiment sous l'ascendant de son professeur, qui était vraiment un véritable gourou, il a accepté la sentence. Alors on peut imaginer que pour le convaincre, les platonniers a eu toutes sortes d'arguments tout à fait frappants, et notamment le fait que l'architecture était au centre de ce mouvement, que s'il n'y avait pas un architecte dans le groupe s'effondrerait immédiatement, faute de commandes où placer toutes ses œuvres. Et donc il a dit à Charles-Édouard Jeanneret, toi tu es la pierre angulaire du mouvement. On a besoin de toi, tu dois te dévouer à tes camarades, tu n'as pas le choix. Et donc il a accepté cela. Et c'est donc cristallisé un petit groupe de tous ceux qui vont se réorienter vers les arts décoratifs, abandonner l'horlogerie pour les arts décoratifs. Et ils sont restés effectivement très très soudés pendant des années, si ce n'est qu'à partir de 1912-14, le mouvement va éclater, beaucoup s'expatrient. Et quand Le Corbusier s'est expatrié en 1917, il était presque le dernier à s'expatrier. La plupart des autres étaient déjà partis. 2 ou 3 sont restés sur place et les autres ont changé de canton quand ils ne partaient pas à l'étranger. Et le projet de Les Platonniers est d'inventer une architecture naturaliste à base de la nature jurassique. Il dit « Nous allons former un style authentiquement jurassique neuchâtelois ». Ils insistent beaucoup sur le caractère local du style et le caractère naturaliste. On ne va pas s'occuper d'architecture rustique. On n'est pas là pour faire du rustique. On est là pour faire un art nouveau, un style nouveau, dans le concert des mouvements d'art nouveau. Alors, il faut donc, à ce moment-là, transmuer les dessins en applications concrètes, avec des matériaux concrets et des techniques particulières. Et c'est une deuxième opération que les platonniers, le professeur de dessin, ne pouvaient pas faire lui-même. Et donc, il a dit à ses élèves, écoutez, moi, le dessin, là-dessus, je maîtrise bien, je vous l'apprends, mais vous allez chacun aller apprendre votre métier, le métier que je vous ai affecté, ailleurs, en Europe. Chacun s'est vu intimer l'ordre de faire un tour d'Europe, comme les compagnons d'autrefois faisaient un tour de France, ou les artistes leur grand tour, ou les amateurs leur grand tour. Le tour d'Europe, selon les platonniers, devait commencer par l'Italie des primitifs italiens, l'Italie de Toscane et de Vénétie, et puis ensuite une étape chez un praticien pour apprendre le métier, et puis retour à la maison. Et en effet, ils ont tous fait leur tour d'Europe, qui en 6 mois, qui en 1 an, qui en 4 ans. Charles-Édouard a été le tour le plus long. Et en attendant, ils commencent quand même à essayer l'application de leurs dessins à des œuvres d'art décoratif. Et juste avant d'être tous dispersés en Europe, les platonniers trouvent un client, cobaye, volontaire, disons, pour se faire sa maison par des gamins de 18 ans. Et c'était un parent à lui. La maison est très petite, le chantier a été surveillé par un praticien local, mais ce sont tous les élèves de Les Platonniers qui ont participé conjointement à la construction de cette petite maison. Donc Le Corbusier avait 18 ans au moment des plans, 19 ans au moment de l'achèvement du chantier,
Et ils ont tout fait dessus. Et vous voyez qu'ils sont sur les échafaudages, hein, comme des braves compagnons du Moyen-Âge. Et tout a un motif sapin. C'est le manifeste du style nouveau. Enduise graphite à motif sapin. Petit bois des fenêtres en biais à motif sapin. Garde-corps métallique en bas avec des triangles sapin. Soubassement rustique qui veut représenter la roche jurassique. Voilà, la roche jurassique en bas, avec des encorbellements qui sont vraiment une représentation d'ailleurs très concrète de la manière dont les roches se délitent dans l'environnement de la Chaux-de-Fonds. Et puis vous voyez les motifs de sapin et au-dessus les nuages. Donc toute la nature, tout le site doit être incarné dans l'architecture et c'est ce que manifestait cette maison achevée en 1907. À l'intérieur, c'est pareil. Les élèves font tout, le mobilier, les lambris, le buffet, tout. Et il y a des sapins partout, des couronnements de chaises en sapin. Le buffet est couronné par des sapins. Il y a des petits encorbellements cubiques partout. Toutes les poignées de porte sont en forme de lézard. Et voilà, leurs études sont terminées. Le groupe se disperse dans toute l'Europe, apprendre chacun son métier et se faire une culture, mais ils ont tous promis de revenir, comme les chefs des tribus des cantons primitifs suisses, littéralement, ils ont promis de rester solidaires, et ils le sont restés, en tout cas un certain temps. Et Charles-Édouard, lui, pendant ses années de voyage, a dû continuer à travailler avec son maître par correspondance. Il envoie ses projets par correspondance pour que les plus jeunes puissent continuer à travailler sur ces projets. Et on lui fait faire notamment ce projet-là, qui était, comment dire, l'aboutissement, la synthèse du projet pédagogique de Les Platonniers. Ça s'appelle Atelier d'art. Et c'était une structure qui devait être une structure d'enseignement, l'auditorium est au centre, une structure de production d'art décoratif. Les ateliers, c'est la couronne d'ateliers que vous voyez autour. Imaginons, les Platonniers enseignent dans l'amphithéâtre au centre, ces élèves devenus professeurs enseignent dans les ateliers autour. Les arts du feu sont aux angles avec leurs 4 cheminées, comme 4 brasiers, disent-ils, où il y aura des fêtes, enfin. Et au milieu, à l'étage intermédiaire d'une sorte de mezzanine, une structure commerciale pour commercialiser leurs travaux. Donc c'est quelque chose de... Ça tient de la manufacture, du showroom, enfin de la production commerciale et de la pédagogie. Il l'appelle nouvelle section. Et la structure commerciale s'appelle Atelier d'art réuni, comme les ateliers viennois de Darmstadt, de Munich, de Elra ou d'ailleurs. Et l'école s'appelle Nouvelle Section. Et cet organisme tripartite est lui-même affilié au Werkbund suisse roman, qui s'appelle l'œuvre et qui est créé au même moment. Donc on est vraiment dans l'ambiance du Werkbund et des arts décoratifs d'Europe centrale, de ces organismes dédiés à l'encouragement des arts décoratifs. Alors que font les élèves? Eh bien, voilà, ils multiplient les poignées de porte en forme de lézard dans plusieurs maisons avec toutes sortes de déclinaisons. Ils produisent des objets d'art, voilà, les fameuses tapisseries des filles, et coussins de très très bonne qualité pour les quelques-uns qui sont restés, et puis tout ça est exposé et commercialisé. Ils font des aménagements intérieurs, ils font en général pas le gros œuvre d'un édifice, mais tout l'aménagement intérieur avec, vous voyez, force bas-reliefs, graphite, métal repoussé, ferronnerie, métal fondu, enfin toutes les techniques du métal fondu, la mosaïque au sol, du sol au plafond, voilà le crématoire de la Chaux-de-Fonds, et il est décoré par les élèves de Les Platonniers. Voilà d'autres images des expositions de leurs ateliers d'art, donc des meubles, de la céramique, de l'orfèvrerie, du métal repoussé, tout ça dispersé dans des bâtiments des environs. Et
il y a l'architecte du groupe, celui qui n'était pas très consentant, qui ne devient architecte qu'à son corps défendant et que son maître ne peut pas instruire de sa discipline. Alors, on est futur architecte en Suisse. Normalement, on va à Zurich, au Polytechnique de Zurich. Mais le Polytechnique de Zurich, c'est coûteux. Les platonniers, les parents de Charles-Édouard Jeanneret ne peuvent absolument pas payer cela. Et donc, ils vont chercher un autre système qui est d'apprendre à l'étranger en travaillant dans des agences, en faisant la place. Et donc, le Charles-Édouard part pour 4 ans. Un voyage qui est entrecoupé de séjours. Je reste 6 mois par-ci, 1 an par-là, 1 an et demi par-là. Tour d'Italie, de Vénétie et de Toscane d'abord, puis Paris, puis Vienne plus exactement, puis Paris, puis l'Allemagne, puis le grand voyage de fin d'études à travers l'Orient. Et tout ça synthétisé fait une grande boucle qui commence par la Toscane et les primitifs italiens. Et là, on voit les limites du système du maître, car l'élève ne sait absolument pas ce qu'il doit dessiner. Il est obligé d'écrire toutes les semaines à son maître, « Écoutez, je suis à Florence, je vois que des horreurs, dites-moi, là je ne comprends pas très bien, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors on lui fait la liste, tu vas aller voir le Palais Vieux, ceci, ceci, ceci. Tu vas dessiner à la manière de Ruskin. Ah bon, très bien. Alors il envoie ses dessins, le maître dit « Oui, c'est pas mal, Édouard, tu peux continuer, c'est très bien, continue. » Et donc c'est comme un enseignement par correspondance. Il va aussi dessiner, il va voir tous les musées d'art décoratif pour renseigner ses camarades. Donc il dessine aussi pour ses camarades. Alors les mosaïques et les fresques des primitifs. À l'issue d'un changement de situation, au lieu d'aller en Allemagne apprendre l'architecture, il décide d'aller l'apprendre à Paris parce qu'il n'aime pas trop la langue allemande, il ne se sent pas assez familier. Donc il aboutit à Paris, il aboutit par hasard chez Perret. Et là, Perret, en 1 an et demi, se prend d'amitié pour ce jeune étudiant qui fait de si belles aquarelles. Et pendant 1 an et demi, il est aquarelliste chez Perret pendant la moitié de la journée. Et le reste de la journée, Perret lui indique « Tu vas aller visiter ça, 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 suivre les cours d'histoire à l'école des beaux-arts, des cours de mathématiques, de résistance des matériaux. » Il lui fait tout un programme qui, en 1 an et demi, va le dégrossir à la pensée architecturale classique. Et alors, j'ai sauté l'Allemagne. Ensuite, il repart 1 an en Allemagne. Et là, il va étudier la pensée urbaine et l'enseignement des arts décoratifs. Donc, il fait la tournée de toutes les écoles d'art décoratif d'Allemagne. Il a une bourse de voyage pour cela. C'est la manière que son maître a trouvé pour financer ses études. Et il travaille 6 mois chez Behrens à Berlin. Donc, il fait connaissance de la grande architecture moderne allemande au service des multinationales en cours de constitution en Allemagne. Donc une architecture déjà industrielle. Et puis il travaille à un traité, une adaptation d'un traité autrichien sur l'urbanisme ancien, et il fait la tournée de toutes les vieilles villes allemandes. Donc un travail extrêmement chargé, un emploi du temps très chargé. Pendant 1 an et demi, avec une petite bourse de voyage, il visite toute l'Allemagne. Et il apprend accessoirement l'architecture moderne allemande. À l'issue de ces 3 ans et demi de formation à l'étranger, il décide de faire un grand voyage en Orient, car il veut voir Rome, que son maître lui avait interdit de voir avant, en jugeant qu'il était trop jeune, pas assez mûr, et que Rome, de toute façon, n'était que perdition. Et lui, il voulait voir Athènes. Et puis, il a trouvé un camarade qui voulait voir Bucarest. Donc ils partent ensemble et ils traversent les Balkans. Et donc là, il va voir une société, il a le sentiment d'être transporté 1000 ans avant. Et de fait, attelage de bœufs, maisons balkaniques tout à fait archaïques, etc. Et ça va commencer à faire rentrer un peu le doute dans son esprit sur la possibilité de prolonger des arts décoratifs si anciens. Il étudie aussi les costumes, il achète des coupons de tissu pour ses camarades, il achète de la céramique pour ses camarades, il achète toutes sortes d'objets pour l'école.
il fait toutes sortes de dessins, de photos, il accumule une documentation considérable dans laquelle les arts décoratifs ont une place très très importante, mais l'architecture aussi. En Serbie et dans les Balkans, Serbie, Bulgarie, Hongrie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, il va voir des ateliers de potiers de village. Et il dit qu'il a été très frappé par les ateliers de potiers de village. Alors, avec son camarade qui était un peu plus aisé que lui, ils achètent toute la boutique, disent-ils. En tout cas, ils en ont acheté des dizaines, on le sait, de pots. Et de voir les gestes du potier, dont il sent bien qu'ils n'ont pas changé depuis 1000 ans, il commence à se demander si on est des sauvages, des civilisés, qui est sauvage, est-ce que notre monde industriel ne va pas faire disparaître tout cela? Enfin, le doute s'insinue dans son esprit sur la tentative de renouvellement des arts décoratifs à laquelle il participait. Il voit le Parthénon, et alors là, le doute s'insinue dans son esprit sur la culture de son grand maître, les platonniers, qui pensaient que l'architecture classique ne valait rien, parce que le Parthénon l'a beaucoup impressionné. Donc il en a déduit que les platonniers étaient un peu limités et qu'il fallait changer de maître. C'est ce qu'il va faire. Et les platonniers avaient dit « Vous irez chez les primitifs italiens et à Florence, vous chercherez l'étalon de la beauté. » Et il a dit « Moi, à Florence, j'ai rien trouvé du tout, mais au Parthénon, je suis sûr, j'ai trouvé l'étalon de la beauté. Je reviens avec l'étalon gravé en moi. » C'est le Parthénon, sur lequel il n'a cessé d'écrire par la suite. Puis Rome. Et Rome, on lui avait dit de ne pas y aller, mais il se rend compte que c'est très, très, très intéressant. Donc il doute de plus en plus de son maître. Il doute de plus en plus des petits sapins, il doute de plus en plus des arts décoratifs, et il arrive à Pise, qu'il avait vu 4 ans avant, c'était sa première visite, il avait beaucoup aimé le Camposanto, il avait dessiné les petits ornements, les petites fresques, les petits bas-reliefs, la polychromie des marbres, etc. Il revient à Pise et dit « Mais qu'est-ce qu'on m'a appris ? On m'avait tout désappris, c'est pas ça qu'il fallait voir. » Ce qu'il fallait voir, c'est ça, c'est les volumes élémentaires sous la lumière. On n'en a rien à faire des bas-reliefs, les fresques, c'est fini, les marbres, tout ça, c'est terminé. Voilà ce que j'aurais dû regarder, voilà ce que je vois aujourd'hui. Et si c'est comme ça, comment puis-je aller refaire des sapins? Alors, il a écrit une dernière lettre à son nouveau gourou, un autre gourou, et il dit, mais moi, l'Italie a été le cimetière de ma première éducation artistique, je ne vois plus du tout comme avant, enfin je vois grand, je vois des choses simples, élémentaires, sculpturales, l'ornement c'est terminé. Mais j'ai juré de revenir, qu'est-ce que je dois faire? Alors son gourou lui dit, mais surtout ne reviens pas. Si tu vas revenir, tu vas forcément te disputer avec les platonniers, ça ne marchera pas du tout. Il dit, oui, mais j'ai juré de revenir, donc il est revenu la mort dans l'âme, dit-il. On l'a forcé à passer un brevet de professeur de dessin, lui qui dessinait depuis l'âge de 10 ans et qui était le meilleur élève. Il passe son brevet de professeur de dessin, il devient professeur et parallèlement architecte praticien au service des camarades, dans les ateliers d'art réunis. Ils ont un même local, son agence d'architecte, elle est à côté de l'agence du sculpteur, de celui qui fait la tapisserie, sont dans le même bâtiment. Et là, lui, il commence à chercher des clients. Alors, les premiers clients, c'est ses parents, comme tout jeune architecte qui se respecte, sauf que, finalement, il ne met pas de sapin. Alors, les autres disent, alors, où sont les sapins? Et nous, qu'est-ce qu'on fait, là? Alors, il dit, oui, mais moi, je peux plus. Alors, tu nous trahis. Et il y a de grands règlements de compte dans le petit groupe, car finalement, il n'a plus besoin d'ornement. Donc, les camarades, il faut qu'ils trouvent autre chose, en tout cas un autre architecte que lui, car lui, il veut bien mettre encore des papiers peints, des choses comme ça, mais ce n'est pas ses camarades qui le dessinent, il n'y a plus de sapin. Quand il fait des meubles, ils sont néo-Biedermeier, il n'y a plus de sapin dessus, plus rien du tout. Il a tout à fait changé sa manière de voir après ces 4 ans de travail et de séjour à l'étranger.
il fait une maison pour un grand horloger de la ville voisine. Et voilà tout ce qu'on trouve de sapin. C'est 2 chapiteaux qu'il a concédés à son copain sculpteur, en gros pour qu'il ne soit pas complètement au chômage. Et vous voyez donc 2 petits, voilà, 2 petits oiseaux gentillés avec 2 petites branches de sapin, mais c'est plus vraiment un clin d'œil à leur jeunesse qu'un vrai travail, là aussi. Voilà, c'est absolument minuscule. 3e maison pour un encore plus gros horloger de la Chaux-de-Fonds, reconverti dans l'industrie des munitions, donc qui ne voit pas passer la crise de l'exportation de l'horlogerie pendant la Première Guerre mondiale. Et pour ce monsieur Schwab, voilà les seuls ornements qu'il y a, et il n'y a même plus de sapin du tout. C'est terminé. Il est revenu, mais il n'a pas réussi. Il a enseigné le dessin, comme on lui demandait, mais il n'a pas réussi à en mettre dans son architecture. Et le divorce va aller croissant. Ce divorce va être accentué par les autorités communales qui vont dissoudre complètement l'école où il enseigne, en disant qu'il faut revenir aux fondamentaux, qui est l'horlogerie. Il se trouve que les élus socialistes de la Chaux-de-Fonds pensaient que l'horlogerie allait repartir au moment où elle disparaissait. Donc c'était pas de chance. Ensuite, il en a beaucoup voulu aux socialistes. Et voilà les 2 seuls sapins qui restent, ce sont des boules d'amortissement d'escalier avec des pommes de pin. C'est vraiment voilà, les deux minuscules choses. Et quand il faut faire des poignées de porte, il fait évidemment plus de lézard. Il choisit des poignées industrielles standards. Donc terminé l'épisode sapin. Au même moment, quelqu'un était en train de prononcer l'oraison funèbre de l'ornement. C'est Adolf Loos, donc un Viennois, mais qui fait des conférences à Vienne, à Berlin en 10-13, sur le thème de ornement et crime, donc un texte ultra célèbre. Donc des conférences qui sont prononcées en Allemagne d'abord, mais qui, bizarrement, sont d'abord publiées en français. Les 2 grands articles d'Adolf Loos sont publiés en 13 dans une petite revue parisienne, parce que c'est le traducteur d'Adolf Loos, un grand connaisseur de l'Allemagne, avait écouté la conférence, demandé le texte et traduit le texte. Ce Marcel Ray. Ornement et crime, il se trouve qu'Auguste Perret envoie la revue immédiatement à Charles-Édouard Jeanneret en se disant ben ça va l'intéresser, ce point de vue va sûrement l'intéresser. Et en effet, Charles-Édouard Jeanneret est très 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 intéressé par cette oraison funèbre, dont il voit au fond que tout ce qu'on lui a appris est mort, complètement mort, que même lui qui avait des difficultés avec le mouvement sapin, il n'est pas le seul, et que partout en Europe on se pose les mêmes questions. Et Adolf Loos a dit de façon encore plus, il a dit les mots sont un peu âpres, mais en effet c'est ce que nous sommes obligés de constater tous, que si on fait des ornements à l'âge de l'enfance, ou si on est un papou, ou si on est un potier serbe, on a peut-être encore une certaine légitimité à ornementer, à faire des ornements sur les objets de la vie quotidienne, mais pas si on est un homme des grandes villes du XXe siècle. Il dit c'est un crime, donc Loos dit que c'est un crime, ou une aliénation, ou une maladie. Il dit criminel aussi l'État qui, dans certains pays, a subventionné la recherche ornementale, exactement comme la Chaux-de-Fonds a subventionné la recherche ornementale. L'État allemand subventionne la recherche ornementale par le biais du Werkbund, encore que le Werkbund est en proie à des tiraillements à cet égard. Les Viennois ont subventionné la recherche ornementale. Elle dit l'État ne fait que ralentir une évolution inéluctable, la fin de l'ornement, et même il appauvrit les pays où on fait ces subventions en faveur de la recherche ornementale, car les pays qui n'en ont pas se portent mieux. Et il dit au fond, voilà, nos pays s'appauvrissent à cause de l'ornement, abandonnons tout cela, sans quoi on est vraiment tous des criminels. Et donc Le Corbusier dit ça et il est complètement convaincu. Ça rejoint tout à fait ses idées et ça tombe bien, il dit ça durant l'année 13 et en mars 14, il est licencié. Enfin, il est obligé avec ses camarades de démissionner de l'école de dessin où on ne veut plus d'eux. Et donc, il va pouvoir se libérer de cette première époque de sa vie et petit à petit prendre son envol. Ça lui prend quelques années.
On ne peut pas quitter sa famille comme cela pendant la Première Guerre mondiale. On ne s'installe pas à Paris n'importe comment non plus. Mais il est évident que dès 1914, il songe à partir et que la destination à laquelle il songe est Paris. Mais en tout cas, il a lu Adolf Loos. Et quand il devient un grand théoricien de l'avant-garde à son tour, sous le nom de Corbusier, il n'a qu'une idée en tête, c'est de republier Adolf Loos. Et donc l'Esprit nouveau, non pas dans le numéro 1, mais dans le numéro 2, dont je n'ai pas trouvé d'image facilement disponible sur Internet, il republie Ornement et Crime, histoire que ceux qui avaient un peu oublié viennent se rappeler que l'ornement est un crime à l'époque moderne, chez l'homme moderne. Et il demande à publier aussi le pendant d'Ornement et Crime pour l'architecture moderne. Et puis là, finalement, Adolf Loos décline parce qu'il préférait publier tout cela sous forme d'ouvrage. Il était en négociation avec un éditeur, donc un seul des 2 articles est republié en 21, mais à ce moment-là, il a une audience absolument mondiale. Il est publié dans toutes les langues dans les années qui suivent, et tous les architectes ont lu cela et ont été bouleversés par cette lecture au point d'abandonner complètement tout ce qui pouvait rester comme que de comètes du moment Art Nouveau en Europe. Et c'est si vrai, les textes d'Adolf Loos sont tellement importants qu'encore en 1932, quand l'architecture d'aujourd'hui cherche à publier des textes de référence, on republie le 2e article d'Adolf Loos, qu'entre-temps il n'avait pas réussi à publier en français comme il l'espérait, l'architecture moderne qui devient l'architecture, et qui vient à nouveau enfoncer le clou de cette fin de l'ornement et de criminalisation de l'ornement dans l'architecture. Voilà, et du coup, en effet, dès qu'il est installé à Paris, même ce changement de climat, de société, de pays, d'ambiance, avec la fin de la guerre, permet, lui, au fond, est une libération pour lui. Toutes les entraves qu'il avait dans ces dernières années à la Chaux-de-Fonds disparaissent, et finalement on a un peu l'impression que le purisme, l'architecture de la période blanche, des villas puristes, naît comme ça, comme par enchantement, sans préparation, parce qu'elle correspondait à des choses qui étaient déjà amorcées auparavant, mais qui avaient été entravées par toute son éducation dans l'ambiance de l'ornement. Alors finalement, lui-même n'a pas totalement abandonné l'ornement, ce qui est tout à fait étrange, alors que nous connaissons évidemment toute cette succession des villas blanches, et que lui-même a fait son petit Adolf Loos dans un texte qui s'appelle « Confession », et qui est un de ses plus beaux textes, qui est même à l'égal de la Confession d'un enfant du siècle, ou des Confessions de Jean-Jacques Rousseau démarrent sur les chapeaux de roue, mais dans un récit de son apprentissage absolument bouleversant. Il a raconté sans le caricaturer ce qui avait été l'idéal de sa jeunesse. Et il fait ce récit en disant « Je fais ce récit pour vous montrer que moi, je ne suis pas un cœur sec. Ne croyez pas, je n'ai pas toujours été comme ça. Je ne suis pas l'homme rationnel qui n'aurait aucun cœur, qui aurait été insensible à l'ornement, qui ne saurait pas dessiner. Non, j'ai été élevé, moi, dans l'ornement. Et voilà, mon maître, un excellent pédagogue, véritable homme des bois, nous fit homme des bois. Mes années d'enfance se passèrent avec mes camarades dans la nature. Mon père, du reste, vouait un culte passionné aux montagnes et à la rivière qui formait notre site. Nous étions constamment sur les sommets. L'horizon immense nous était coutumier. Lorsque la mer de brouillard s'étendait à l'infini, c'était comme la vraie mer que je n'avais jamais vue. C'était le spectacle culminant. Cet âge d'adolescence est celui de la curiosité insatiable. Je sus comment étaient les fleurs, dedans et dehors, la forme et la couleur des oiseaux. Je compris comment pousse un arbre et pourquoi il se tient en équilibre au milieu même de l'orage. Mon maître avait dit « Seule la nature est inspiratrice, est vraie et peut-être le support de l'œuvre humaine. Mais ne faites pas la nature à la manière des paysagistes qui n'en montrent que l'aspect. Scrutez-en la cause, la forme, le développement vital et faites-en la synthèse en créant des ornements. » Il avait une conception élevée de l'ornement qu'il voulait comme un microcosme. Ce fut donc ainsi. Pendant 10 ans, nous composons une espèce d'ode à notre pays.
Mon maître avait dit, nous allons rénover la maison et reconstituer les beaux métiers disparus. Nous fûmes une vingtaine à choisir notre vocation, sculpteurs sur pierre, sur bois, céramistes, mosaïstes, verriers, dinantiers, ciseleurs, graveurs, ferronniers, bijoutiers, fresquistes. Quelle cohorte, une joie de vivre magnifique, une foi totale. Le dimanche, nous étions souvent groupés au sommet de la montagne la plus haute. À pics et grandes rampes douces, pâturages, troupeaux de grands bestiaux, horizons infinis, vol des corbeaux. Nous préparions l'avenir. Ici, disait le maître, nous construirons un monument dédié à la nature. Nous y consacrerons la fin de notre vie. Nous quitterons la ville et habiterons sous les futaies, au pied de l'édifice que lentement nous remplirons de nos œuvres. Tout le site s'y incarnera, toute la faune, la flore. Une fois dans l'année, de grandes fêtes s'y donneront. Aux quatre angles de l'édifice, des brasiers immenses s'allumeront alors, etc. etc. Donc un texte très très beau, où il raconte tout son apprentissage de jeunesse et pourquoi il était obligé d'en finir avec l'ornement. Mais, chose étrange, il ne s'est pas passé plus de 2 ou 3 ans après qu'il publie sa confession en 1925 qu'il va se remettre à dessiner des sapins, des coquillages et des éléments de la nature environnante qui n'est plus cette fois-ci jurassienne mais méditerranéenne. Il collectionne les galets, il collectionne les œufs de boucherie, les bois flottés, les coquillages, les pommes de pin, etc. Il va appeler ces objets à réaction poétique. Et toute la poésie de son enfance va ressortir. C'est assez incroyable, voilà, des dessins de coquillages abîmés par l'eau et d'os de boucherie abîmés par l'eau. Il est, dans toute la fin de sa carrière, en quelque sorte, l'ornement va revenir par le biais de ces objets, c'est quoi, des objets naturels, ou des objets fabriqués par l'homme, mais utilisés d'une certaine manière qui n'est plus la manière de ces ornements d'origine, qui joue de l'empreinte, du collage, de la gravure, voilà, des inclusions dans des matériaux, d'abord de façon abstraite, puis de façon de plus en plus réaliste, ou symbolique plus exactement. Il va se mettre à faire des ornements symboliques de ses idées, symboliques de l'harmonie du monde, symboliques du cosmos, exactement ce que voulaient les platonniers, avec les matériaux industriels retravaillés dans un sens plastique, comme dans l'idéal de sa jeunesse et du Camposanto de Pise, voilà le nouveau Camposanto de l'architecture moderne, la terrasse de l'unité d'habitation de Marseille, où même les planches de sapin ont leur rôle, puisqu'on les retrouve sous forme d'empreintes et de balèvres dans les bois de coffrage. Il va retrouver l'esprit du vitrail, des arts décoratifs à Ronchamp, l'esprit des empreintes de la faune et de la flore locale dans toutes les petites empreintes des bâtiments de Chandigarh à fond de coffrage, des petits moulages à fond de coffrage. Et il va être, au fond, dans cette quête d'un symbolisme qui rejoint tout à fait étrangement l'éducation, sa première éducation sous le signe de l'ornement. Voilà, merci.